Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le Conseil supérieur de la communication a ouvert ce matin sa session ordinaire mensuelle. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour, notamment la célébration de la Journée nationale de la liberté de la presse le 30 novembre prochain. Des précisions avec Ali Zurkaleni Adama. Cette session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de novembre inscrit à son ordre du jour 7 points, à savoir: premièrement, d'examiner et d'adopter le procès verbal de la session ordinaire du CSC au titre du mois d'octobre 2014. D'échanger les informations en deuxième point sur le Conseil supérieur de la communication pendant la période intersession. Troisièmement, d'examiner et adopter le rapport du groupe de travail chargé de la répartition du fonds d'aide à la presse au titre de l'année budgétaire 2013. Quatrièmement, d'examiner et d'adopter le rapport de la mission à Magaria sur la situation de la radio Hadinkai, mais également le rapport du groupe de travail chargé de l'examen des dossiers de candidature pour la désignation des membres du Conseil de presse. En sixième position, nous allons examiner et adopter les rapports du Conseil de presse et, en dernier point, les questions diverses. La présente rencontre intervient quelques jours avant la célébration, le 30 novembre prochain, de la première journée nationale de la liberté de la presse dans notre pays. Pour rappel, cette journée a été instituée sous la recommandation de l'Observatoire national de la communication. Sa concrétisation traduit la volonté des autorités de la 7e République à consolider davantage la liberté de la presse, un pilier essentiel de la démocratie. C'est le lieu ici de lancer un vibrant appel aux journalistes et aux organisations socio-professionnelles des médias afin qu'ils se mobilisent aux côtés du CSC pour renforcer les capacités des hommes de médias dans tous les domaines. Je demeure convaincu que les échanges que nous aurons le 30 novembre prochain au sein de la grande famille de la presse nigérienne nous permettront de sortir des sentiers battus d'une certaines pratiques journalistiques que nous avons eu tous à déplorer. Toujours selon le président Abdraman Ousmane, l'instauration de cette journée va davantage renforcer la liberté de la presse au Niger si les journalistes font preuve de plus de rigueur, de professionnalisme et de responsabilité dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. La ministre des Enseignements secondaires a présidé ce matin l'ouverture d'un atelier sectoriel sur le transfert des compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales. L'objectif global est d'accompagner les principaux acteurs pour un transfert effectif des compétences. Hamid Abdoulaye, Mariam Dakou. À travers cet atelier de 4 jours, il s'agit donc de préciser les orientations du gouvernement du Niger dans le cadre de l'opérationnalisation du transfert de compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales telles qu'indiquées par la directive numéro 104 du cabinet du Premier ministre. Pierre angulaire de tout le processus de la décentralisation, le transfert de compétences repose sur un ensemble de choix politiques, des principes économiques et des facteurs conjoncturels et historiques. Il s'impose au Niger dès lors que les collectivités territoriales sont créées et responsabilisées dans la gestion des affaires locales. Il est donc impératif que l'État leur confère toutes les compétences et les ressources financières, matérielles et humaines nécessaires pour garantir le succès de la décentralisation. Pour traduire l'engagement du gouvernement, il a été procédé à l'adoption de la directive numéro 104/2014, cabinet du Premier ministre du 11 août 2014, qui rappelle les axes prioritaires d'intervention du gouvernement et pour lesquels notre département ministériel est concerné. D'où d'ailleurs l'organisation du présent atelier ayant pour objectif d'accompagner les principaux acteurs pour un transfert effectif des compétences. Plusieurs résultats en vue de l'opérationnalisation du transfert de compétences sont ainsi attendus à l'issue de cet atelier ayant regroupé cadres centraux et régionaux et les représentants des collectivités territoriales.
Il est attendu de vous, au terme de cet atelier, des outils permettant l'opérationnalisation des transferts de compétences dès 2015 dans les domaines que vous aurez à identifier. En effet, vos réflexions vont permettre l'élaboration des avant-projets de décrets qui rendront effectif le processus de transfert de compétences et de ressources. Certainement que cet atelier sectoriel permettra d'identifier et de délimiter les responsabilités entre l'État et les collectivités territoriales, notamment dans le sous-secteur de l'enseignement secondaire. La ministre de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique a ouvert ce matin les travaux de l'atelier sectoriel sur le transfert de compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales. Là également, l'objectif est d'engager des réflexions sur l'opérationnalisation du transfert de compétences dans les domaines visés. Seni Soumela Ibrahim, Mahamadou Adam. Le processus de transfert des compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales se poursuit harmonieusement. Aujourd'hui, place à un atelier sectoriel sur la question qui sera d'abord piloté par 4 départements ministériels, dont celui des enseignements primaires. C'est le lieu ici d'exprimer notre profonde gratitude au ministère des Finances, au ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative pour leur accompagnement, ainsi qu'au ministère de l'Intérieur, de la sécurité publique et de la décentralisation des affaires coutumières et religieuses qui en assurent la coordination et le suivi. D'ores et déjà, des actions concrètes ont été réalisées. Il s'agit notamment de la mise en place des cellules d'appui à la décentralisation et à la déconcentration chargées au niveau des ministères de prendre, avec l'appui du comité technique de transfert de compétences aux collectivités, toutes les mesures institutionnelles, juridiques et réglementaires de transfert de ressources financières, humaines et matérielles en vue d'assurer une mise en œuvre effective du transfert de compétences et de ressources. Du chemin a été certes fait. Pour le reste, l'objectif de cet atelier sectoriel sera d'un apport complémentaire. Dans le cadre de ce processus graduel de transfert de compétences avec les ministères pilotes, l'objectif général de l'atelier qui nous réunit est d'engager des réflexions sur l'opérationnalisation du transfert de compétences dans les domaines visés. De manière spécifique, il s'agit de mener des actions suivantes conformément aux résultats attendus. Participer à la mise à jour du cahier des charges du comité technique de transfert de compétences. Mettre à la disposition du ministère les différents outils. Contribuer à l'élaboration des projets sectoriels et des plans pluriannuels de transfert de compétences et de ressources et élaborer les avant-projets de décret. Dans le secteur de l'éducation, un cadre adéquat d'appropriation locale de ce processus de transfert de compétences et de ressources est offert par une loi à travers les conseils régionaux et sous-régionaux de l'éducation. Il en va de même de la mise en place des cellules de gestion décentralisée des établissements scolaires. Et dans le même registre, le ministère de l'Enseignement professionnel et technique, en collaboration avec le ministère en charge de la décentralisation et les partenaires techniques et financiers, organise un atelier sur le transfert des compétences des ressources de l'État aux collectivités territoriales à l'endroit des acteurs de la décentralisation. Précision, Rahila Techeibou, Bachir Harouna. Pour assurer une bonne gouvernance et garantir la démocratie à la base, les autorités nigériennes ont adopté dès le 16 juin 2002 des lois sur la décentralisation et la libre administration des collectivités. Ainsi, pour faciliter l'accès des populations aux services sociaux de base, le gouvernement de la 7e République a inscrit la décentralisation au centre de ses préoccupations. Ces domaines sont l'éducation, la santé, l'hydraulique et l'environnement. Compte tenu de l'importance et de la délicatesse du processus de transfert des compétences, le comité technique de transfert des compétences et des ressources, le CTTCR, a été mis en place par le ministère chargé de la décentralisation, appuyé par des cellules sectorielles d'appui à la décentralisation et à la déconcentration. Le CTTCR va s'atteler au renforcement des compétences des acteurs de la décentralisation
et assurer ainsi la réussite de l'opération. Les participants à cet atelier auront à échanger et à débattre de l'identification à transférer, les outils d'analyse et les avant-projets des documents de transfert de compétences et de ressources, et cela pendant 4 jours. La ministre de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique a présidé ce matin un atelier sous-régional sur le thème « L'adaptation du curriculum de base en alphabétisation adapté aux activités apprenant enjeux et stratégies ». Une rencontre organisée par l'ISESCO, Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, en collaboration avec la Commission nigérienne pour l'UNESCO et ISESCO. Jocelyne Amoussou, Issoufounoumou. C'est un tournant décisif dans le combat contre l'analphabétisme qui est déclenché par l'ISESCO, l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, à travers cette rencontre qui vise à adapter les curricula en alphabétisation et éducation non formelle aux activités des apprenants. Pour ce faire, l'ISESCO a invité ses États membres, notamment le Niger, le Bénin, le Mali, le Tchad et le Maroc, en vue d'harmoniser les points de vue sur les curricula mieux adaptés aux réalités des apprenants. Ceci permet de répondre à la diversité des langues, des âges, des méthodes d'apprentissage, du temps disponible, etc. et d'accéder aux populations marginalisées, entre autres les nomades, les réfugiés. Partant de cette philosophie, dans l'élaboration des curricula en alphabétisation et éducation non formelle, de plus en plus, les spécialistes mettent l'accent sur l'approche par compétences, le fait d'intégrer les apprentissages, de partir des préoccupations, des activités et des représentations des apprenants, d'apporter des remédiations appropriées suite aux évaluations effectuées. Il s'agit donc de mieux outiller les cadres de l'alphabétisation dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation du curriculum de base en alphabétisation. De manière spécifique, cet atelier a pour objectif de vous former à la maîtrise des techniques participatives d'évaluation des besoins d'apprentissage, d'élaboration des curricula locaux, de conception et d'utilisation du matériel pédagogique supplémentaire. À terme, cette rencontre enrichira substantiellement votre contribution aux efforts de nos gouvernements respectifs pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement à laquelle aspire la communauté internationale toute entière. Cette rencontre de 4 jours est également organisée en prélude aux activités de formation à la carte que compte initier l'ISESCO très prochainement dans son centre d'excellence. La ministre en charge du tourisme et celle déléguée au développement industriel, en compagnie des responsables de la région de Niamey, ont visité ce matin 2 hôtels en construction de la capitale, à savoir Hôtel Solux Niamey et l'hôtel du centre de Niamey. L'objectif de cette visite est de constater l'état d'avancement des travaux. Khadija Hassan, à côté Waglassan. C'est l'hôtel Solix de Niamey qui a constitué la toute première étape de cette visite ministérielle, où les travaux sont à un niveau de réalisation très avancé. D'un coût de 19 milliards de francs CFA, cet hôtel est situé à Gamkali. Il est structuré en 4 blocs, dont un bloc d'hébergement avec 2 immeubles comprenant des chambres, une grande salle de conférence et des restaurants. Un bloc abritant un centre commercial, un bloc réservé aux aires de loisirs et enfin un autre bloc réservé à la logistique administrative. La seconde étape de cette visite fut l'hôtel du centre implanté au quartier Calais Sud de Niamey. Avec un montant d'investissement de 450 millions de francs CFA, cet hôtel de 42 chambres est composé des restaurants, d'une salle de réunion, des salles de jeux, mais aussi des boutiques d'art. Après toutes ces visites, la ministre en charge du tourisme tire un bilan satisfaisant malgré quelques observations constatées. C'est d'aller vraiment voir le degré d'évolution de ces infrastructures qui tiennent beaucoup dans le cadre du programme de renaissance de la République, de son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous sommes allés visiter l'hôtel Solux pour voir un peu l'évolution des travaux. Vraiment, ça avance très bien. Et Inch'Allah, au mois de mars 2015, nous allons inaugurer cet hôtel. C'est pareil aussi pour l'hôtel du centre. Là aussi, ça avance très bien.
et nous allons aussi l'inaugurer, Inch'Allah, au mois de mars 2015. Ce sont des hôtels qui nous tiennent à cœur parce que là, vous avez vu au Niger, le tourisme des affaires, le tourisme du congrès, ça avance, les hôtels sont full, donc il nous faut ces infrastructures. Et nous sommes en train de développer les transports, les routes. Et si on développe les transports, les routes, il nous faut avoir des infrastructures, la capacité d'accueil vraiment des touristes qui vont venir. Ce ne sont pas des inquiétudes parce que les techniciens des deux ministères plus le personnel de Solix Hotel vont se retrouver pour essayer de clarifier les choses. En fait, c'est quoi? C'est parce qu'au début, l'agrément a été octroyé sur la base du Solix Hotel. Et à notre grande surprise, nous avons trouvé beaucoup d'infrastructures. Ils ont dit que ça rentre dans le cadre de l'hôtel même. Nous sommes avec la ministre en charge du développement industriel. Donc, ils vont essayer de voir avec les techniciens pour clarifier justement ces infrastructures. Une visite qui a permis également aux professionnels du tourisme et de l'hôtellerie de féliciter et encourager les autorités de la 7e République qui accordent une très grande importance aux infrastructures hôtelières dans notre pays. L'Ordre national des experts comptables et des comptables agréés du Niger, en partenariat avec l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, organise depuis ce matin au Grand Hôtel de Niamey les 3e journées techniques 2014 du diplôme d'expertise comptable et financière de l'UEMOA. Le compte-rendu de Guy Mathieu Théa. Il s'agit d'une série de formations qui s'inscrit dans le cadre du cursus conduisant à l'obtention du diplôme d'expertise comptable et financière d'ECOFI de l'UEMOA. La formation est organisée par l'Ordre national des experts comptables et des comptables agrégés du Niger, l'UEMOA et le secrétariat permanent du DECOFI. Pendant ces 5 jours, cette 3e session de JT, de journée technique, va vous permettre de travailler sur les thèmes suivants: le CISCO révisé, la conception, le suivi, l'évaluation des projets et l'audit des assurances. Chacun des thèmes a un intérêt d'actualité pour le premier, parce que nos autorités de l'UEMOA ont demandé au ministre des Finances des différents pays de l'UEMOA de demander la mise en application du CISCOA à partir du 1er janvier. Les autorités du ministère des Finances ont donc donné injonction aux différents ordres et CNC de faire la sensibilisation nécessaire pour que cette disposition soit applicable à partir du 1er janvier 2015. C'est dans le souci de combler le vide existant en matière d'institutions de formation de 3e cycle en comptabilité dans la zone francophone ouest-africaine que l'UEMOA a institué en 2000 le diplôme d'expertise comptable et financière d'ECOFI. L'organisation et la gestion du cursus conduisant au DECOFI sont assurés par le Conseil permanent de la profession comptable en collaboration avec la Commission régionale pour la formation des experts comptables et financiers. Le secteur permanent du DECOFI, créé en 2009, assure la gestion pédagogique du cursus qui comprend un diplôme d'études supérieures en comptabilité et gestion financière et le DECOFI. Ces 2 diplômes ont été agréés par le CAMES qui assure la présidence des jurys respectifs. Le stagiaire à l'expertise comptable participe non seulement aux activités professionnelles du cabinet, mais aussi à ces journées techniques visant à dynamiser le métier dans les pays membres de l'UEMOA et permettre aux participants d'acquérir les nouvelles notions techniques de la profession. Les nouvelles de l'intérieur du pays à présent pour accompagner la mise en œuvre de l'initiative 3N, un protocole d'accord pour la création d'un projet agro-industriel dans la région de Difa pour un montant de 1080 milliards de francs CFA vient d'être lancé. Explication Abdraman Boukari et Abdraman Mazou. Cette cérémonie consacrée à la signature d'un protocole d'entente entre le Conseil régional de Difa et la société Fleuve Niger sur le projet de création d'un complexe agro-industriel marque ainsi le début d'un processus visant à insuffler une nouvelle dynamique à la production agricole dans la région de Difa au vu des importantes potentialités qu'elle regorge dans ce domaine et qui, si elles sont judicieusement mobilisées, peuvent contribuer de manière significative à enrayer le phénomène de l'insécurité alimentaire et partant à l'atteinte des objectifs assignés à l'initiative 3N. Le projet agro-industriel de Difa va consister à mettre en valeur 100 000 hectares
dans le bassin du lac Tchad et de la Koumadougou. Dans un premier temps, 50 000 hectares pour 10 ans, et 10 ans après 50 000 autres hectares. Et avec la mise en place d'usines de transformation de tous les produits, et ensuite la mise à l'export ou en consommation nationale. Une fois que le contrat de partenariat public-privé est signé entre le Conseil régional de Difa et la société Fleuve Niger, le projet commence immédiatement. Par les études et par aussi la mise en place du matériel, les engins lourds, les tracteurs, pour commencer à faire le travail préliminaire. C'est un des plus grands projets agricoles du Niger, en plus du barrage de Kandagui. Ce sera peut-être le plus grand pourvoyeur d'emplois au Niger, avec 18 000 emplois. Et en vitesse de croisière, le projet va verser 20 milliards de salaires par an. La raffinerie de sucre qui sera mise en place va permettre au Niger de ne plus importer les 75 000 tonnes par an, parce que la production que nous avons estimée après l'étude, c'est justement 75 000 tonnes de sucre raffiné par an à partir de la 5e année. Sans compter la contribution en termes de production alimentaire, céréalière, la production de la patate, la production de la pomme de terre. Alors, c'est pour d'abord faire manger les gens au Niger, et s'il y a un surplus, on va exporter. Exporter en transformer. Pour le président du Conseil régional de Difa, M. Maïdou Malam Likari, ce projet d'une utilité certaine constitue une des réponses appropriées aux préoccupations de la région de Difa dans la recherche de l'autosuffisance alimentaire dans toutes ses dimensions. L'initiative 3N est un vaste programme qui a accueilli l'adhésion de tous les partenaires du Niger. Et c'est dans ce cadre que le Conseil régional de Difa a cherché des partenaires dans le cadre de l'agriculture. Donc c'est un investissement très important pour la région de Difa. Et les conseillers régionaux ont mené déjà des activités avec la société. Nous avons identifié avec la chefferie traditionnelle et les populations les sites qui sont potentiels et qui peuvent accueillir ces genres d'infrastructures. Et je pense bien que ce projet aura un impact important sur l'économie régionale et même sur l'économie nationale. Nous pensons que c'est en tout cas une bonne contribution du Conseil régional de Difa pour l'initiative 3N. Ce projet, une fois mis en œuvre, fera donc de la région du Soleil Levant un véritable pôle agro-industriel de premier plan au Niger et le plus grand pourvoyeur d'emplois dans le secteur agricole. Poursuite à Chetimari, toujours dans la région de Difa, de l'opération de débroussaillage de Prosopis, opération financée par l'Organisation internationale pour la migration et la Haute Autorité à la consolidation de la paix. Compte rendu Amadou Hassan et Abdraman Mazou. Le paysage géographique de la commune rurale de Chetimari se caractérise par la présence d'innombrables prosopis rendant le passage inaccessible. Les terres envahies par le prosopis, aussi les malfrats et autres bandits trouvent refuge. C'est pourquoi le service départemental de l'environnement de Difa, avec l'appui des partenaires, a initié cette opération. Elle consiste à débroussailler, c'est-à-dire les arracher, les défricher pour dégager et éclaircir l'espace. Les champs de culture qui sont de plus en plus recherchés avec l'augmentation de la population, cette action permettra aux paysans d'avoir plus d'espace pour les cultures et éclairer le passage. Cette activité permettra aussi d'éviter le feu de brousse et créera des travaux de haute intensité de main-d'œuvre à travers le cash forward. C'est dans ce cadre que le préfet du département de Difa, en compagnie du maire de Chetimari, de l'honorable chef de canton de Chetimari, du directeur départemental de l'environnement, ainsi que le représentant de l'OIM s'est rendu à Gadjadi Lawan dans la commune rurale de Chetimari, en vue de s'acquérir du bon déroulement de l'opération. À son arrivée sur ce site, la délégation préfectorale a trouvé une population fortement mobilisée et déterminée dans l'exécution de cette opération. L'honorable chef de canton de Chetimari a salué cette opération, puis il a lancé un appel à la population riveraine pour la mise en valeur de ces terrains de culture obtenus. Au nom des populations riveraines, nous voudrions remercier très sincèrement l'OIM et tous les autres partenaires qui ont contribué à faire cet espace-là. Quand vous comparez, vous voyez ce qu'il y a à côté de cet espace, on ne peut que s'en réjouir. C'est un excellent travail. Et en plus que ça a permis d'occuper
et les populations. Ça leur donne aussi un terrain pour travailler. Donc vraiment, nous avons la plus haute appréciation et nous souhaitons que d'autres partenaires viennent aider à étendre davantage ce travail-là. Il ressort de cette visite du préfet du département de Difa une satisfaction d'une opération bien menée qui a concerné 12 978 habitants de 8 villages riverains. Dans la région de Zender, notons le renforcement de la résilience de 1050 ménages vulnérables à travers la foire d'animaux dont le coup d'envoi a été donné ce lundi à Damegachi, commune rurale de Dakoussa, par la responsable des affaires sociales au niveau du gouvernorat de la région de Zender. Laoule Chillo et Ali Habou, précision. Cette cérémonie consacre le lancement officiel de la foire d'animaux dont l'ONG International Goal n'est pas à son premier acte. C'est au total 5250 cabrins qui seront distribués gratuitement à 1050 femmes ressortissantes des cadres du village de 2 départements, à savoir Taketa et Kantié. Dans son discours de lancement, la chargée des affaires sociales au gouvernorat de la région de Zender, Aïssa Moudali, représentant le gouverneur de la région de Zender empêché, a de prime abord rappelé certaines activités réalisées par l'ONG Goal dans la région de Zender qui a le programme de naissance du président de la République, Al-Hajj Mohamed Issoufou, dont entre autres la distribution de 13 000 poules dans 60 villages de Myria avec 1300 bénéficiaires, le cash for work au niveau de 6 sites avec 1000 bénéficiaires. Occasion pour elle de remercier l'ONG International Goal et ses partenaires, dont spécialement USAID, OFDA, qui a financé ce programme. Soulignons qu'auparavant, le préfet du département de Taketa, Moussa Massalati, s'est adressé à l'assistance en rappelant les bienfaits de l'intervention de l'ONG International Goal dans le domaine social de base. Il a aussi exhorté les bénéficiaires à faire bon usage. Quant aux représentants de l'ONG International Goal, il a dans son intervention notifié que sa structure intervient dans la région de Zender au niveau des villages identifiés sur la liste des villages déclarés à risque fournis par les services départementaux de l'agriculture et que les bénéficiaires sont issus de l'enquête HEA réalisée dans chaque village. Il n'a pas manqué de faire la genèse des animaux distribués de 2007 à 2014 par le GOL. 14 165 cabrins à 4 093 ménages dans 166 villages. S'agissant du village de Damegachi, commune rurale de Dakoussa, 660 cabrins seront distribués à 132 bénéficiaires de 9 villages. Intervenant à leur tour, le représentant de l'initiative 3N, le représentant de la direction régionale de l'élevage, le représentant du chef de canton de Dakoussa, le départemental de l'élevage de Taketa ainsi que la commune de Dakoussa ont d'une manière succincte remercié l'ONG International Goal tout en rappelant les fruits des différentes interventions dans plusieurs volets, ceci pour lutter contre la pauvreté et de promouvoir un développement à la base. Moment solennel pour une ancienne bénéficiaire de cette opération du village de Kassara de raconter les bénéfices qu'elle a tirés de cette activité. Peu après, les autorités présentes à cette cérémonie ont procédé au lancement de cette foire d'animaux qui permet à chaque femme de tenter de 5 tickets de bénéficier de 4 chèvres et un bouc qu'elle va rendre elle aussi au bout d'un certain temps.